Merci de nous retrouver une fois encore sur Gangan TV dans cette émission Café Débat pour un nouveau numéro, un nouvel invité. Je reçois M. Bahouri, un habitué de cette émission, effectivement. Il est vice-président de l'UFDG en procès, effectivement, avec ce parti et de plus en plus engagé à mobiliser autour de lui des militants de l'UFDG, mais aussi de nouveaux adhérents pour, selon lui, prendre les rênes de ce parti. Et cela se constate justement dans les réunions qui se multiplient à son bureau personnel, mais aussi à la vue de ces affiches de l'UFDG à l'effigie, plutôt que de Cellou Dalein Diallo, mais de Bahouri qui meuble un peu son bureau. Là-dessus, il va se prononcer et sur d'autres sujets, comme notamment son exclusion du parti, à quel niveau se trouve la procédure, la fin de la crise à la CENI, sa lecture de cette situation, et bien d'autres sujets sur lesquels il va intervenir dans cette émission Café Débat. Monsieur Ba, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'inviter et merci à tous les spectateurs de Gangan TV. J'en profite par anticipation à leur souhaiter une bonne fête de Tabaski et que Dieu exauce tous nos meilleurs vœux pour notre pays, pour la sous-région et pour le monde entier. Amen. En parlant d'ailleurs de bonnes fêtes de Tabaski, on va entrer avec ce sujet. Quelle est votre analyse de la situation actuelle qui, selon les observateurs, se présente mal pour les ménages, les foyers sur le marché? De plus en plus, le marché devient cher pour ces ménages. Quand on prend par exemple le marché des bétails, aujourd'hui le prix des moutons se multiplie, se triple par exemple. Les bœufs, on n'en parle pas. Et sous le silence du ministère, par exemple, de l'élevage. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a une alternative qui peut venir de ce ministère pour éviter ce genre de difficultés à l'avenir? Bon, vous savez que derrière une action publique, il y a beaucoup d'interférences. Un seul ministère ne peut pas concentrer tout le paquet d'actions à mener pour régler le problème. Par exemple, la question de la cherté de certaines denrées durant cette période de fête, c'est beaucoup plus le ministère du Commerce. Mais au niveau du ministère du Commerce, dès que vous approfondissiez un tout petit peu, ils vont vous sortir la question de la situation macroéconomique. Donc c'est le ministère de l'économie et des finances qui est impliqué, etc., etc. Donc c'est de manière globale qu'il faut voir les choses. Mais ce que j'ai constaté... C'est quand même une réalité. C'est une réalité. Ça fait que beaucoup de ménages ne peuvent pas immoler de moutons ou de bœufs parce que les prix se trouvent au-delà de leur portée. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de la portée du citoyen le plus ordinaire, parce qu'avec une inflation qui a fait que le pouvoir d'achat s'est fortement détérioré depuis des années, et puis des revenus qui sont toujours en manque, et puis aussi des conditions de vie qui obligent les pères de famille, les chefs de famille à faire, disons, l'arbitrage entre ce qui est utile et ce qui est transitoire. Ils préfèrent gérer ce qui est essentiel, la nourriture quotidienne, la rentrée des classes, et le loyer, le transport. Donc cette fête de Tabaski vient à une période assez difficile, dans un contexte où, je dois dire, socialement et économiquement, ce n'est pas du tout facile pour la grande majorité des ménages de notre pays. Bien, le premier sujet, c'est notamment le dossier de votre exclusion de l'UFDG. Il n'a pas encore connu son épilogue, sa fin, et donc à chaque occasion, il faut qu'on en parle. À quel niveau se trouve aujourd'hui la procédure d'exclusion de Bahouri de l'UFDG? Est-ce que la justice est en train de travailler? Est-ce que la justice a rendu une certaine décision? Qu'est-ce qu'on attend au juste? Disons, ce n'est plus la procédure d'exclusion qui est en cours. Enfin, le dossier d'exclusion. C'est une autre procédure qui est en cours. La justice, le 3 mars 2017, a indiqué à travers le tribunal de Dixine que la décision est illégale et n'est pas en conformité avec les textes du parti et par conséquent est de nul effet. Donc, ça c'est en première instance. Les gens de l'autre côté, ils n'étaient pas contents. Ils ont interjeté appel. Les avocats de... Non, pas les avocats. l'UFDG. Non, pas les avocats de l'UFDG, les avocats de l'autre groupe.
parce que je suis de l'UFDG. Donc les avocats de Cellou Dalein. Bien entendu. Ils ont interjeté appel. Cela veut dire ils ont dit à la justice que la procédure de décision de la première instance n'est pas en conformité avec les règles de droit. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait appel devant la Cour d'appel de Conakry. La Cour d'appel de Conakry s'était déjà réunie autour de cette question il y a plus de 2 mois de cela. Comme on est encore dans les vacances judiciaires, le mois d'août, dès début septembre, on va réactualiser la procédure pour amener à ce qu'on tranche définitivement cette question au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Et à ce niveau-là, comme je l'ai toujours dit, c'est le droit qu'on défend, c'est la vérité qu'on recherche et la justice doit être en conformité avec le droit. Et de ce point de vue, de mon côté, il n'y a aucune inquiétude et la panique, c'est surtout de l'autre côté. Ça, c'est pour l'autre côté. L'affaire... Comment vous pensez qu'il y a la panique du côté de Cellou Dalein Diallo? Vous pensez qu'il ne croit pas remporter la procédure, qu'il ne croit pas gagner? Parce que ce qui était le plus difficile, c'est la décision de la justice en première instance. Et là, mais c'est la justice, ça peut changer d'entre-temps. Vous savez, la justice en première instance va pour poser les questions de fond. Lorsque vous faites appel, la question qui est posée, est-ce que la décision de la première instance est conforme aux règles de droit? Et de ce point de vue, je n'ai aucune inquiétude en la matière, et parce que je sais, et mes avocats et les praticiens du droit le savent, que la procédure a été respectée. Et c'est la raison pour laquelle je salue le courage du juge qui a pris cette responsabilité, M. Ibrahim Khalil Diakité, qui a eu la responsabilité de dire le droit, rien que le droit, malgré des pressions multiples qui pesaient sur lui pour aller dans un autre sens. Donc il faut s'attendre à cette dernière décision, en tout cas liée au dossier qui vous a exclu de l'UFDG. Il faut s'attendre à la dernière décision dans le mois de septembre à venir. On fera en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible, mais comme je ne détiens pas les clés de l'agenda de la Cour d'appel, on ne peut que leur demander d'accélérer la procédure. En tout cas, vous espérez que c'est vous qui allez l'emporter, et dès que ce sera fait, comme vous l'espérez, c'est-à-dire qu'on confirme la décision en première instance, ça veut dire que vous réintégrerez tout de suite l'UFDG. Et vous êtes en train de vous préparer à cela? Bien sûr, parce qu'il faut se préparer. L'autre camp ne cherche pas à gagner. Il cherche à faire durer la crise pour nuire aux intérêts politiques de l'UFDG d'abord et de Bahouri en second lieu. C'est ce qui les intéresse. Ils savent. Et donc vous êtes si sûr de votre retour à votre poste de vice-président que vous multipliez en ce moment des réunions à vos bureaux personnels. Vous avez même fait concevoir des bâches à l'effigie de l'UFDG, mais le personnage sur les bâches, c'est Bahouri comme la tête d'affiche. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière cette démarche? Est-ce que c'est permis d'ailleurs à ce stade du litige que vous fassiez des effigies, vous fassiez des bâches et vous mettez votre tête sur les bâches à la place de Cellou Dalein Diallo? Premièrement, il faut que la justice aille jusqu'à son terme en respectant les règles du droit. Ça, c'est une question essentielle. À partir du moment où ceci sera fait, bien sûr, Bahouri sera réintégré de par le droit et de par la légitimité qu'il sera renforcé de réintégrer toutes les instances du parti. Bien. Mais lorsque quelqu'un commet un crime contre le parti, viole les règles pour le mettre simplement à son profit, le retour de Bahouri signifiera qu'il faudra s'asseoir pour répartir et trouver des éléments de règlement de la crise que Cellou Dalein a créée au niveau de l'UFDG. Vous allez le faire éjecter. C'est ça. Donc, ce qui est le plus important, la réunion qui permettra de transcender la crise au niveau de l'UFDG prendra les décisions les plus idoines
pour permettre à l'UFDG de sortir de cette période d'impasse qui n'a que trop duré. Donc de ce point de vue-là, c'est ça qui est en cours. Maintenant, de l'autre côté, il y a le 11 septembre, puisque le procès de l'assassinat... Oui, ça arrive, on va en parler, mais je parlais de ce que vous faites actuellement dans vos bureaux. Non, le des bureau réunions avec actuellement... des jeunes, des effigies du parti, mais avec la tête de Bahouri incrustée dessus. Quelle est l'intention derrière tout ça? Non, il y a déjà un mouvement qui soutient les actions de Bahouri. Le mouvement UFDG Renouveau. Bien. Avec des sympathisants, avec des personnes qui sont de l'UFDG ou d'autres qui ne sont pas de l'UFDG. Parce qu'il faut qu'on prépare l'avenir. Je ne vais pas croiser les bras et dire tant que la décision judiciaire n'est pas terminée, je ne fais rien. Non, j'organise les éléments, les bases politiques qui me permettront pour changer la gestion et le leadership au niveau de l'UFDG. Et on dit que vous n'êtes qu'avec des jeunes gens, des enfants de moins de 18 ans qui ne connaissent rien en politique, qui ne sont pas en fait utiles en politique, et que c'est ceux-là que vous mobilisez à vos bureaux, donc qui ne constituent pas de menace réelle pour ébranler l'autre camp, je veux dire le camp Cellou Dalein Diallo. Non, je suis heureux de pouvoir mobiliser rien que des jeunes de moins de 18 ans et un peu plus de 18 ans, puisque cette catégorie de la population fait déjà plus de 75% de la population guinéenne. Donc quelqu'un qui arrive à mobiliser près de 75% de la population guinéenne, mais bon... pour quelle fin politique? Non, cela veut dire qu'il va gagner. Pour quelle fin politique s'ils n'ont pas de voix, si ils n'ont pas de pouvoir de décision, d'abord au sein de l'institution politique qui est l'UFDG? Non, il faut que les choses soient claires. Le leadership de l'UFDG changera. Bien. Les structures de l'UFDG évolueront. De nouvelles responsabilités seront dévolues à une nouvelle majorité de militants et de cadres qui prendront de nouvelles responsabilités pour changer la manière dont ce parti a été gouverné pendant pratiquement ces 10 dernières années. Bien. Et de ce point de vue, ce n'est pas pour changer, c'est pour changer pour gagner la compétition du pouvoir et pour gouverner de la manière la plus démocratique, la plus large et la plus moderne la Guinée. C'est ça l'objectif, ce n'est pas pour autre chose. Restons encore à l'UFDG en attendant ce dernier verdict de la justice qui peut-être vous réintégrera à l'UFDG ou donnera raison au camp de Cellou Dalein Diallo, ça reste à voir. Il y a un autre dossier lié à l'UFDG, c'est le dossier assassinat de Mohamed Koula Diallo, d'où tout est parti au siège de votre parti. Ça doit reprendre le 11 septembre. Là-dessus, vous pensez qu'il y a lieu de se mobiliser de votre côté, et du côté notamment de la famille de Mamadou Koula, et vous pensez que là encore, il y a des gens au sein de l'UFDG aujourd'hui qui doivent avoir peur, qui doivent être effrayés par rapport au procès du 11 septembre prochain? Bien entendu. Déjà, premièrement, la personne qui a été tuée est journaliste. Les journalistes doivent se mobiliser et en tant que partie civile, ils sont partie civile dans le cadre de cette affaire. Il faut qu'ils soient représentés, dûment représentés en tant que partie civile. Parce que ça aurait pu être n'importe quel autre journaliste qui, le 5 février 2016, était aux abords du siège de l'UFDG. Deuxièmement, il est bien entendu que la famille de Koula aussi doit être représentée. Bon, donc c'est extrêmement important. Le 11 septembre, le procès va continuer parce qu'il a déjà commencé le 31 juillet dernier. Ils doivent se poursuivre. Je sais qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont peur que la justice fasse correctement ce qu'elle a à faire, qui essayent de trouver d'autres moyens pour retarder. Qui, par exemple, qui est en train de faire cette manœuvre-là? Je ne citerai pas de nom, mais quiconque a des intérêts que la justice ne fasse pas son travail dans les délais impartis et à la manœuvre, avec de l'argent, avec des pressions, avec des tas de choses. Cette personne est où? Au sein de l'administration ou bien au sein de l'UFDG? Bien sûr, c'est ceux qui sont directement incriminés, et notamment le premier d'entre eux.
Qui, par exemple? C'est le Dalin, bien entendu. Vous pensez que c'est le Dalin continue à déverser de l'argent sur les magistrats pour faire durer la procédure? De toutes les façons, ils n'ont qu'à prendre l'argent qu'ils vont distribuer à gauche, à droite, mais le procès se tiendra avec la grâce de Dieu. On verra bien ça le 11 septembre. Restons encore à l'UFDG. Vous avez été vice-président de l'UFDG en procès avec le parti, bien entendu. Un procès avec Cellou Dalein. Alors, avec Cellou Dalein. Mais vous êtes de toute façon remplacé en ce moment. Je ne suis pas remplacé. Non, on vous a fait remplacer c'est une décision. Par Chérif Ba. Attendez. Dans le cas d'une mauvaise gouvernance, d'une récidive, d'une viol des statuts et des règlements du parti, comment un vice-président qui doit être nommé, élu par un congrès, peut-il être remplacé comme si c'était un décret ministériel ou un décret présidentiel? C'est une absurdité. Et de ce point de vue... Il a été nommé par Cellou. Bien entendu. En attendant que le procès finisse. Mais il y a... la règle... Et en attendant notre congrès, bien sûr. La règle veut que dans le cas d'espèce... Que votre chaise reste vide. Soit que ça reste vide, ou qu'un vice-président élu par le Congrès puisse assumer l'intérim. Mais pendant ce temps, il n'y a pas encore de congrès. Non, il y avait eu un congrès en 2013. Oui, je veux dire. Il y a des vice-présidents qui ont été élus dans les règles. Donc un autre vice-président... Un autre vice-président élu assume l'intérim d'un vice-président qui soit est décédé, soit est absent momentanément. C'est ce qui est dit dans les textes de l'UFDG. Bien entendu, et c'est ça les règles de minimum de bonne gouvernance. Bien. Mais comme on est dans une gouvernance qui ne respecte aucune règle, c'est ce que nous constatons. Bien, ma question c'est... Mais je dois dire que de ce point de vue, je n'ai pas d'inquiétude. Le droit sera dit, la légitimité sera renforcée. Et l'une des raisons fondamentales pourquoi nous voulons changer le leadership au niveau de l'UFDG, c'est cette mauvaise gouvernance qu'on vient de constater. Ma question, ce n'était pas tant qui vous remplace aujourd'hui ou comment on l'a mis là, c'est ce qu'il a dit récemment, justement. Je parle de Chérif Ba, qui est vice-président actuellement de l'UFDG. Vous avez été dans le passé ministre de la Réconciliation. La dernière fois qu'ils ont fait cette manifestation à Kagbele, au siège de Madou Silla, où M. Chérif Ba a dit qu'Alpha Condé a fait exclure de l'administration guinéenne des milliers de Peuls. C'était un mot qui a sonné mal aux oreilles de certains, comme quoi c'était trop ethnocentriste, c'était même gravissime si ce n'est pas prouvé. Vous, quelle analyse vous pouvez faire de ces propos? Je dois dire, vous savez, il y a des gens qui veulent ramener le débat politique à un débat entre communautés ethniques. Et personnellement, je me suis toujours insurgé et opposé à cette logique. Maintenant, le débat est en train de les dépasser. Le débat devient autre. Le débat est devenu beaucoup plus pointilleux par rapport à la manière dont la gouvernance se fait dans ce pays. Et comme ils ont peur d'être déphasés, ils veulent nous ramener encore en arrière en parlant de Peul ici, de Malinké, de Forestier, de Soussou. Mais tout politique qui rentre dans ce débat sera balayé très bientôt parce que la Guinée... Ces propos de Chérif Ba, vous pensez qu'ils ne sont pas du tout fondés? La Guinée a besoin d'un vrai changement. La Guinée a besoin de cadres politiques qui ne sont pas là pour défendre une communauté, mais qui défendent les intérêts nationaux, une vision d'une Guinée nouvelle, émergente, moderne, qui a une ambition de rayonner aussi bien dans la sous-région que sur la scène africaine. À partir de ce moment-là, on n'a que faire que tel et tel et Soussou, Malinké, Forestier. On doit avoir besoin des meilleurs fils de ce pays et des meilleures filles de ce pays. En conséquence, comment vous qualifiez ces propos de Chérif Ba alors? Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui sont dans le passé et qui veulent ramener toujours des débats qui ne peuvent pas faire avancer la Guinée sur le devant de la scène. Et donc, c'est une classe politique qui représente l'ancien cycle qui est totalement dépassé. Et moi, j'œuvre pour qu'un nouveau cycle politique différent du cycle politique qui a gangréné la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à ces 60 années d'indépendance que nous avons
puisse être dépassée par ce que nous sommes en train de prôner. Bien. Et passons donc à un autre sujet, la fin de la crise au sein de la CENI, puisque vous dites que malgré que vous êtes en procès avec Cellou Dalein Diallo, vous êtes en train de travailler à présenter des candidatures, à manager des candidatures des jeunes au compte de l'UFDG. Attendons. L'UFDG renouveau dans le contexte annuel, dans le contexte actuel. Si les élections. Au cas où, d'ici les prochaines élections communales, si la question du leadership de l'UFDG est réglée, à ce moment-là, en tant que président de l'UFDG, je prônerai la politique. Ou en tant que vice-président réintégré. En tant que président de l'UFDG. Vous ne voulez plus réintégrer l'UFDG en tant que vice-président? En tant que président de l'UFDG, je prônerai une politique d'ouverture, une politique qui mette en avant de nouvelles forces jeunes, dynamiques, modernes et qui soient bien encadrées pour assumer. Vous ne voulez plus réintégrer le parti en tant que vice-président, vous voulez réintégrer en tant que président. C'est ça votre ambition? De toutes les façons, Bahouri a été premier vice-président de l'UFDG. Il y a un conflit actuel et lorsque la justice tranchera définitivement le problème, c'est une autre situation qui va se créer. À partir de ce moment-là, ceux qui seront responsables de l'enlisement de l'UFDG pendant ces dernières années doivent payer le prix de leur forfaiture. Parlons donc de cette CENI. J'ai dit la crise est finie. Vous avez analysé la crise à un moment donné avec nous ici, quand il y avait ce semblant de bicéphalisme à la tête de la CENI. Aujourd'hui, Kébé a été donc conforté par la décision de la Cour constitutionnelle et est en train de travailler sur le terrain pour présenter un chronogramme pour les élections locales à venir. Ils sont en train de travailler sur le dossier d'appel d'offres pour la structure qui va donc toiletter on va dire, comment on appelle ça, le fichier électoral. Quelle est votre réaction à cette fin de la crise à la CENI? Non, c'est une bonne chose et je pense que le Conseil constitutionnel a assumé ses responsabilités en la matière, donc tant mieux. Mais la question de fond demeure pour que la CENI ne traîne pas les travers que les lois lui ont imposés. Je veux être clair, il faut qu'on fasse le bilan en profondeur. Pourquoi les CENI ont des problèmes dans notre pays? Ça, c'est une problématique qui mérite débat, un débat profond. Ça mérite débat pour tirer les leçons et envisager les meilleures pratiques et les meilleures dispositions pour qu'on tourne la page de ces crises récurrentes qui font que notre pays politiquement a des difficultés de sortie de crise la plupart du temps. Ça, c'est un débat qui peut se faire, qui doit se faire à temps opportun. Mais maintenant qu'on est dans le besoin et vous disons même dans l'urgence électorale, qu'est-ce que vous entrevoyez pour cette CENI actuelle avec à sa tête Maître Kébé? Vous pensez qu'il faut les laisser tranquilles, organiser au moins ces élections locales? Non, de toutes les façons, en 2017 là. Aujourd'hui, il faut parer au plus pressé. Le plus pressé, il faut que ce pays ait des conseillers communaux élus et représentatifs de la volonté populaire de la manière la plus large. Donc c'est ça qui est essentiel. Et l'année 2018, c'est une année électorale. Il y a les élections législatives qui sont également dans le cadre de l'agenda électoral, dans exactement un an jour pour jour. Donc il y a des urgences de ce point de vue. Il faut être efficace, il faut être suffisamment, j'allais dire, pragmatique pour organiser des élections incontestées et incontestables. Et donc, quel est le défi que vous pensez que cette équipe de Kébé doit pouvoir relever avant qu'on ne pense à revoir la CENI ou à la remplacer? Non, d'ores et déjà, il faudrait parvenir à organiser des élections communales et des élections législatives de la manière la plus incontestable. Si ceci est fait, ça permet au pays de souffler et de savoir que l'avenir deviendra autre pour envisager le tournant majeur de l'émergence d'un nouveau cycle politique qui fera découler la Guinée. Est-ce que vous avez tout de même une certaine confiance à cette nouvelle donne que va incarner Kébé et à la CENI pour ces élections locales à venir?
il faut être pragmatique, il faut être présent, il faut suivre, il faut être, j'allais dire, pas dogmatique, mais il faut être prêt à pousser dans le sens de la transparence, dans le sens de l'implication de la grande majorité de nos compatriotes pour choisir les hommes et les femmes qu'ils souhaitent les représenter et les diriger, tant au niveau local qu'au niveau de l'armature de la prochaine Assemblée nationale. Bien, alors on va continuer le débat tout de suite dans la deuxième partie, parler de le FAD, ce qui se passe au sein de l'opposition républicaine en ce moment, l'élan de réconciliation qui est enclenché, le va-et-vient de certains entre les différents blocs. Là-dessus, on en parlera dans la deuxième partie tout de suite, après la pause thé. Merci donc de nous retrouver dans la deuxième partie de Café Débat. Comme vous le constatez toujours à mes côtés, Monsieur Bahouri, qui est notre invité du jour. On parlait tout à l'heure de la fin de la crise à la CENI et les perspectives que vous entrevoyez pour Maître Kébé et l'équipe qu'il a sous sa main dans cette institution. Entre-temps, on va parler de l'opposition républicaine, parce que ce sont là les acteurs du processus électoral en tant que tel. De leur côté, il y a, comment on va dire, ça bouge dans tous les sens. On a vu à un moment donné le FAD qui a été créé et qui sonnait un peu le glas de la division au sein de l'opposition. Aujourd'hui, on parle de réconciliation des acteurs de cette opposition républicaine. Vous avez vu Faya Milimono dans sa démarche de réconcilier tout le monde. Il a appelé Lansana Kouyaté, il est allé voir les gens du FAD, il est allé voir l'UGDD et même Sidia. Je ne sais pas s'il entend vous rencontrer vous aussi, mais déjà, ce que vous dites de la démarche de Faya et de la dernière fois de la présence de Aboubakar Sylla au siège de l'UFDG et qui disait que bon, on s'est retrouvé et désormais on va aller sur une nouvelle base. D'abord sur la démarche de Faya. Non, il est libre à lui d'avoir la démarche qu'il considère allant dans le cadre de sa vision et de la vision de son parti politique. Mais moi je dis, et je répète, on a suffisamment fait des copies-collées depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées, Forum démocratique national, CODEM, FRAD, ALEG, etc., en passant par les forces vives nationales, jusqu'à maintenant, certains ont créé une chapelle qu'ils l'ont appelée opposition républicaine. Je dis et je répète, c'est une vision qui est une vision réductrice des forces de l'opposition. Il y a plusieurs variantes, on a une expérience. Ce ne sont pas des individualités qui constituent une opposition, c'est des courants d'idées, des courants de pensée qui peuvent être résumés en disant voici une autre démarche politique, une alternative qui dise que ça c'est un courant dit de l'opposition. Et nous, en ce qui me concerne, je prône et j'œuvre dans le sens d'une opposition constructive, responsable. Je ne veux pas être dans une opposition à caractère, j'allais dire, syndical, comme si c'est le patronat et l'autre, tout ce qui est fait d'un côté est mauvais de l'autre. Non, on a dépassé ce stade. On est dans un contexte où il faut amener des hommes et des femmes à être beaucoup plus responsables. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, comment vous qualifiez? Mais c'est la mort. L'image d'une opposition en Guinée? Non. C'est une étape politique majeure. Après l'élection présidentielle de 2015, j'avais dit, on assiste à la mort d'une certaine forme d'opposition. Et ce que nous constatons aujourd'hui, vous savez... Et la confirmation de la règle. La confirmation, ça s'agite, ça gesticule, mais on est progressivement vers la disparition d'une certaine forme d'action politique au profit d'une autre beaucoup plus responsable et conséquente et qui doit être plus ouverte parce que les clivages qui ont été mis en place, notamment les clivages ethnocentriques, vont être dépassés. Deuxièmement, les clivages entre individus, où tel
tant que c'est elle qui est président de la République, il estime qu'il a occupé le fauteuil que lui-même était mieux censé occuper. Tout cela devra être dépassé. Nous sommes dans un contexte où le pays a besoin d'une rénovation en profondeur, de changement. Changement ne veut pas dire on remplace des hommes, mais on change la manière dont le pays est gouverné parce que nous avons des urgences. Nos jeunes ont besoin du travail. Nos jeunes sont en train d'aller vers le Sahara et autres. On en a assez de les voir partir. Il faut répondre à toutes ces questions. Donc il faut des gens avec une autre façon de faire pour apporter des solutions aux problèmes que les Guinéens connaissent. Et c'est la raison pour laquelle... Pendant ce temps, ces mêmes acteurs sont là, Cellou Dalein est là, Faya est là, mais il y a d'autres acteurs. Lansana Kouyaté est là, vous êtes là, si vous voulez être dans l'opposition, il faut que vous conjuguiez avec les mêmes acteurs. Ça, c'est une opposition. Cellou Dalein Diallo aujourd'hui incarne légalement d'ailleurs, c'est pourquoi on l'a choisi comme chef de file de l'opposition guinéenne. Alors, il a tout de même un défi peut-être de mobiliser tous ces gens autour de lui, non, pour avoir une opposition forte à l'horizon 2020 pour une alternance, si c'est la même alternance que vous souhaitez aussi pour le pays. On ne souhaite pas la même alternance. Il y a certains qui rêvent de ramener la Guinée là où elle était il y a 20 ans. Non, ça dépend de ce qu'ils feront de la Guinée quand il y aura alternance. Je veux dire, vous souhaitez tous une alternance en 2020. Pour ça, il faut une opposition forte. Chacun... Et quelqu'un doit être au centre de cette opposition, c'est Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous? Mais vous croyez que c'est toujours le soleil est toujours à la même place dans une journée? Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses bougent, que les choses changent. Hier, vous pouvez être au zénith, sous le soleil au-dessus de votre tête, et après, le soleil est au couchant. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus à la lumière, vous êtes dans l'ombre. Il faut savoir partir au moment où il le faut. Et ça, vous dites à qui à tout le monde. À tout le monde. Donc aujourd'hui, une fois encore, vous pensez que cette opposition est complètement en déconfiture. Et comment vous pensez qu'on doit la reconstruire alors? Non, il y a une autre manière de faire la politique qu'il faut faire émerger. Cette politique de division ne peut pas amener la Guinée à sortir des problèmes de sous-développement. Il faut amener des politiques qui fassent converger les Guinéens vers des objectifs communs et utiles à tous. Et ceux qui sont devant les projecteurs aujourd'hui ne font pas cela? C'est à la population de juger. Bien. Alors on va passer à ce sujet. Je le disais tout à l'heure, les décrets à polémique du président de la République. Jamais on a connu une sorte de tollé derrière un décret que cette fois-ci, quand Alpha Condé décide, bien entendu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sacré, de nommer un ministre, mais de faire revenir 2 ministres qui avaient déjà été aux affaires, qui, selon les observateurs, ont montré leurs limites, mais en faisant partir, entre autres, un qui a marqué l'opinion dans le sens du travail qu'il a fait. Je parle de Siaka Bari. Pour ceux qui ont été recyclés de Bantamasso et de Ibrahima Kourouma. Est-ce que vous avez eu un regard assez particulier sur ces décrets et la réaction qu'il y a eu dans l'opinion? Bon, moi je considère en tant que responsable politique, le président de la République et son premier ministre sont les seuls responsables de la composition du gouvernement. Et la Constitution le leur accorde, et en conséquence, s'ils jugent qu'il est nécessaire de faire des modifications ou des changements, c'est tout à fait normal. Oui. Et les politiques que les ministres mènent ne sont pas des politiques d'un ministre, ce sont les politiques du gouvernement. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a une fausse, disons, polémique qui a été créée, parce que très souvent dans notre pays, malheureusement, on personnalise les débats politiques. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que M. Baouri a l'habitude de dire qu'il ne faut pas toujours s'attaquer aux individus. Effectivement, quand on a un problème en face, et le problème que nous avons en face chez nous, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'enrichissement illicite, c'est le vol des deniers publics. Bref, cette mauvaise gouvernance-là est due donc à une mauvaise politique. Mais si on se met à recycler des gens qui n'ont pas fait de la bonne gouvernance là où ils étaient,
qui ont été soupçonnés d'avoir détourné des deniers publics, ainsi de suite, et qu'on les recycle. Est-ce que vous pensez que là, la gouvernance elle est bonne, que vous pensez que le système il est bon, que la politique qui est exercée elle est bonne? C'est ça la question. Déjà, il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un alors qu'il n'est pas judiciairement prouvé qu'il a procédé à des malversations. Quand je prends le cas d'Ibrahima Kourma, on a vu le président de la République lors du dernier examen, en tout cas que ce monsieur a organisé, dire qu'on a fait une économie de 40 milliards de francs guinéens. Alors, ça veut dire que les années qui ont précédé, pendant lesquelles il a organisé les mêmes examens, il y a eu des déperditions de plusieurs fois 40 milliards. À la limite, si on n'a pas pu peut-être auditer la gestion de ce monsieur, si on ne l'a pas interpellé devant la Cour des comptes, si on ne l'a même pas enfermé, mais de grâce, est-ce que les gens pouvaient s'attendre à ce qu'on recycle la même personne aux affaires? Déjà, c'est ça la question. Déjà, le problème, je vous prends mot pour mot. L'affaire que vous évoquez, M. Ibrahima Kourma était ministre à l'époque. Il y avait des gestions antérieures où des prévisions budgétaires ont été, disons, données. Au cours d'une année, il s'est avéré qu'avec une meilleure prise en compte de certaines réalités, des économies ont pu être dégagées. Je ne fais que répéter ce que vous venez de dire. Bien sûr. Et c'était Ibrahima Kourma qui était ministre durant cette phase. Mais qui doit être félicité? Non. En fait, cette économie de 40 milliards dont Alpha Condé parlait, c'est après une dénonciation de la presse des scandales qu'il y avait justement. Non, après, lui-même s'est dit qu'il a porté son œil ou son regard sur le budget et qu'il pense que cette année, à cause de cette rigueur, on a fait une économie de 40 milliards. Alors, et pour les années qui ont précédé, si on a pu faire ces 40 milliards d'économies cette année, c'est que les 2 années qui ont précédé, ces 40 milliards sont allés quelque part. Est-ce que ça ne méritait pas de l'audit? On n'a pas fait d'audit. Non, il y a eu un audit. Et au-delà de ça, le monsieur a été épinglé par d'autres scandales. On n'a pas fait d'inspection d'État pour sa gestion. Et on les fait revenir aux affaires. C'est ça. C'est pas mon avis. C'est l'indignation de l'opinion. Ça, c'est ce que moi je relève. Je ne souhaite même pas qu'on aille en profondeur sur cette question, mais il faut restituer les choses. Parce que tout ce qui peut apparaître comme une diffamation contre une personne, de la même manière, je ne souhaiterais pas qu'on dise des choses fausses sur moi. De la même manière, en ma présence, je ne souhaite pas qu'on dise des choses qui ne sont pas fondées sur quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on dit sur la gouvernance Alpha Condé aujourd'hui, l'inspection d'État s'est investie et a pu faire un rapport au président de la République. C'est l'inspection d'État qui a fait ressortir qu'il y a une possibilité d'économie de 40 milliards. En passant en revue les différents niveaux de gestion des examens dans notre pays. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est le ministre qui est responsable? Ce serait trop court pour imputer les dysfonctionnements administratifs de toute une chaîne à une seule personne. Comment vous expliquez donc cette vague d'indignation dans l'opinion? Ça s'est traduit par ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et ça donne par exemple l'image de ce qui s'est passé au temps de Conté quand il a nommé un certain Eugène Camara. Certes, les gens ne se sont pas mis dans la rue, mais les réseaux sociaux, c'est comme si les gens sont dans la rue au vu de l'indignation que ça a créé pour une première fois. Mais c'est la nouveauté. Le pays, de ce point de vue, commence à avoir une opinion publique attentive. Donc, est-ce que ça ne doit pas alerter le haut niveau, justement le président de la République? Attendez. Est-ce que ce n'est pas une alerte? Au-delà de tout, ce n'est pas simplement la question de nomination d'un gouvernement qui est interpellé par cette situation. Tout le monde est interpellé par cette situation. Il y a une nouvelle génération qui est cette génération des réseaux sociaux et de Facebook qui sont extrêmement vigilants et attentifs. Donc, tout homme politique, tout acte public est passé au crible par ces adeptes des réseaux sociaux. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte pour ne pas avoir à écorcher
un sentiment de cette nouvelle génération et cette opinion publique qui est en train de se constituer. C'est extrêmement important, mais ce sont des réactions de l'opinion, mais il y a des principes constitutionnels qui font qu'on ne peut pas remettre en cause le choix discrétionnaire d'un président de la République de nommer les membres de son gouvernement et qui ne sont pas judiciairement impliqués et inculpés à des malversations. Et il faut que les gens fassent preuve de retenue en ne faisant pas, disons, des diffamations qui risquent de porter préjudice à des hommes et des femmes qui, dans une large mesure, peuvent se sentir, disons, dans leur chair et dans leur famille dans une certaine période. Je dois vous dire aujourd'hui... Mais en gros, aussi, je veux que vous ouvriez juste une parenthèse, une fois encore peut-être de, je sais pas, de bilan ou de jugement du régime d'Alpha. C'est vrai, pouvoir discrétionnaire et tout, si on quittait cette affaire de décret, mais le régime tel qu'il est aujourd'hui, la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'en féliciter? Bien. La question, elle est importante. Je prendrai d'abord un petit exemple. Il y a quelques années, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi le gouvernement guinéen, notamment le président de la République, était opposé à l'exploitation par BSGR des blocs 1 et 2 du Simandou. Parce que pour moi, Valais était déjà présent dans le territoire national et en toute logique, il était important de commencer l'exploitation de ce minerai. Donc, je n'avais pas compris beaucoup de dessous de cette affaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate que Bénis Taïmet est inculpé même dans son pays pour fait de corruption. Ce n'est pas la Guinée qui a une puissance et une influence jusqu'à amener la justice israélienne à inculper Bénis Taïmet. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Et qu'au niveau des États-Unis, que la justice américaine aussi s'active de manière très pointue en impliquant et en dénonçant un certain nombre de personnes, et certains sont condamnés. Un ancien ministre guinéen. Un ancien ministre guinéen est condamné à la prison. C'est pour dire que dans les affaires de ce monde, il y a beaucoup d'informations que peut-être qu'on n'a qu'une petite parcelle, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont en dessous. C'est pour cela que je préfère lorsqu'on... Donc c'est pour cela que vous pensez que tout ce qu'on dit comme étant des dérives, des mots, la gouvernance Alpha Condé... Il faut faire très attention. Ah oui. Il faut faire très attention. Vous pensez qu'Alpha gère bien? Non. Il faut faire très attention. Non, là, vous pensez qu'Alpha gère bien donc le pays? La question, là, par rapport à ça, c'est pour vous indiquer qu'il faut faire très attention. Je vous donne un autre exemple qui m'était arrivé dans le cadre du gouvernement de Soirée. Il y avait des problèmes d'électricité du côté de Binkili, Kindia. Il y a eu des réactions de la population, c'était en 2008, des manifestations, quelqu'un est tué. Le rapport qui est venu des autorités locales et du gouvernorat et même des autorités militaires, c'était une altercation entre citoyens. Et un coup de feu est parti et quelqu'un a été fauché raide mort. C'est l'information qui est arrivée jusqu'au niveau du Premier ministre Soirée à l'époque et qui a été partagée au reste du gouvernement. 2 jours après, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris la vraie version. Que c'était des forces de l'ordre qui ont tiré et qu'un des citoyens a été abattu. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous êtes à la tête d'un pays où vous avez des responsabilités, il faut faire très attention aux informations qui vous parviennent, parce que parfois certaines informations peuvent être
sciemment orientés pour vous apporter de fausses informations. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le piège. Donc Alpha Condé est dans ce piège. Donc, non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Maintenant, de manière globale. Mais qui peut être. Maintenant, de manière globale. Qui dédouane Alpha Condé. La manière globale, la gouvernance de la Guinée d'aujourd'hui. Par Alpha Condé. La gouvernance de la Guinée d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas la dissocier de la gouvernance d'il y a 30 ans, 40 ans. Mais la responsabilité de ceux qui gèrent aujourd'hui, il faut quand même la relever, il faut la mettre sur la place publique. Non. On ne va pas faire toute l'histoire de la Guinée pour expliquer la gestion d'Alpha Condé, M. Ba. Cela veut dire que c'est un processus. Si vous prenez ceux d'aujourd'hui sont en train d'empirer. Si vous prenez un processus alors que le processus était déjà engagé et vous êtes rentré dedans, vous finirez par poursuivre ce processus. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, et je le répète, il y a un cycle politique qui a gouverné la Guinée de l'indépendance à maintenant qui est en train de dépérir. Et un nouveau cycle vertueux doit émerger. C'est très clair. Malheureusement, ce nouveau cycle... que, bon ou mauvais, dans le cadre d'un cycle politique qui est globalement marqué par l'autoritarisme, par la malgouvernance, par le mépris pour les intérêts fondamentaux de la population, dans ce contexte, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pouvez pas faire avancer les choses. Au contraire, il faut travailler à faire émerger un cycle novateur, un cycle nouveau pour les prochaines 60 années de la Guinée. Malheureusement, ce cycle actuel est tellement en train de pourrir la situation au point que les ordures tuent les hommes. Et c'est là où on vient au cas. C'est là où on vient au cas du drame de Dar es Salaam. Bien entendu, mais qu'est-ce que vous dites de ce qui est arrivé à Dar es Salaam où une montagne d'ordures se déverse sur des gens? Tout cela, c'est le constat de ce qu'on vient de dire. Il y a un cycle politique de l'indépendance à maintenant qui a gouverné et qui n'a pas mis au devant des intérêts fondamentaux des populations. Le cas de Dar es Salaam, comment vous l'expliquez? Le cas de Dar es Salaam rentre dans ce cadre. Dans le cadre d'une ville, au cœur d'une ville, une décharge qui s'accumule, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Les responsabilités sont pratiquement à tous les niveaux. La commune qui est... À des degrés différents? Non. La commune... Elle est la principale responsable. La commune de Ratoma. Elle est la principale responsable. Ça se trouve dans sa zone. Et les responsabilités de la commune, c'est quoi? Les déchets, l'assainissement, la sécurité des populations relèvent avant tout de la commune. Si vous constatez qu'il y a un danger qui menace vos concitoyens, vous ne faites rien, à partir de ce moment-là, votre responsabilité est engagée. Même si vous avez hérité de la situation. Le danger a été constaté quand? Donc, je dois dire que la décharge de Dar es Salaam, d'abord, c'est la responsabilité de la commune. Bien. La sécurité des populations relève avant tout de la commune. Mais la commune n'est pas la seule responsable. La question des déchets, la question des risques, des catastrophes qui doivent être analysées, est du ressort gouvernemental. Bien. Ça, c'est un point de risque qui était connu, qui devrait être répertorié, anticipé, pour ne pas que des populations puissent périr avec cette décharge qui tombe sur eux. Et au-delà de ça, il n'y avait pas seulement la question de l'éboulement, la question de la nappe phréatique qui est déjà contaminée, la question de la fumée qui se dégage et qui fait que au niveau de la santé publique, toute cette zone n'est pas du tout n'est pas sécurisante pour la santé publique. C'est des dispositions qui ne devraient pas attendre longtemps avant que des mesures soient prises pour faire en sorte que la question de la santé, que la question de la sécurité soit prise en compte pour prendre les décisions. Donc, tout au long de la chaîne, l'irresponsabilité a prévalu. Bien. Et de l'État comme de la commune. On commence toujours par le bas pour monter. Parce que les donc de la communauté, de la commune jusqu'au niveau de l'État central. Jusqu'au niveau de l'État. Ça, c'est un constat malheureusement.
Bien. Et puis, on termine par cet autre sujet et vous avez 1 minute là-dessus. Ça, c'est votre réflexion à vous que vous avez faite sur le phénomène de terrorisme. Vous l'avez titré « Les racines du terrorisme en Afrique de l'Ouest ». Là-dessus, qu'est-ce que vous vouliez ressortir par cette réflexion que vous avez publiée notamment sur votre votre blog? Oui, donc c'est pour... Il y a certaines situations, il ne faut pas attendre qu'elles vous arrivent pour réagir. C'est comme la question de la gouvernance. La question du terrorisme, il y a un terreau dans l'Afrique de l'Ouest qu'il ne faut pas négliger. La question de la pauvreté, la question de la construction d'un vrai État. Nous avons des États qui ne correspondent pas aux attentes et aux besoins fondamentaux des populations. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ces États, que les sociologues indiquent comme des États à caractère néo-patrimonial, c'est-à-dire que ceux qui arrivent au pouvoir ne cherchent qu'à se remplir les poches au détriment des intérêts de la population, puissent nous apporter le bien-être et satisfaire les intérêts les plus larges des populations. Donc si on rêve de ça, on se trompe. Bien. Donc il faudrait changer de paradigme, changer la manière de concevoir nos puissances publiques, réorganiser les structures étatiques et les institutions pour que ces institutions répondent avant tout aux besoins fondamentaux des populations. Si vous mettez ça en avant que la décharge de Dar es Salaam soit à ce niveau-là, la question de la sécurité, la question de la santé publique aurait exigé qu'on dégage la décharge ou que cette zone soit considérée comme zone non constructible. De même, si on en fait pour la bonne gouvernance des États, on serait épargné de ces menaces terroristes, de ces radicalisations. Parce que la radicalisation est due au fait qu'une grande majorité des populations se sentent abandonnées. L'État n'est là que pour les réprimer, l'État n'est pas là pour apporter la solidarité nécessaire, indispensable, pour montrer que nous appartenons tous à cet État en tant que citoyen. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas être étonné que des jeunes désœuvrés, manquent de perspectives, soient récupérés par des aventuriers qui les mènent dans des voies où c'est plus une dérive qu'une solution. Pardon. De la même manière, nos jeunes qui quittent notre pays pour aller traverser le Sahara, la Méditerranée, pour chercher l'Eldorado ailleurs, c'est le même réflexe. Beaucoup d'entre eux meurent, alors qu'on a dans notre pays, en Afrique de l'Ouest, dans cette Guinée, tout ce qu'il faut pour avoir des atouts, pour avoir un développement endogène qui va satisfaire aussi bien les intérêts des Guinéens que les intérêts des populations environnantes. Le pari est possible et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas désespérer, mais il faut de l'effort, il faut changer la manière dont nous pensons les choses et refuser d'être embarqués dans des querelles inutiles entre des individualités, aussi brillantes soient-elles. Il faut changer de ce point de vue. Donc les racines de ce phénomène de terrorisme en Afrique de l'Ouest aujourd'hui se trouvent notamment dans cette mauvaise gouvernance, dans l'État qui ne vient pas en aide aux populations mais qui la réprime, ainsi de suite, et bien d'autres causes qu'on peut trouver à ce phénomène, qui a donc un peu de bon chemin devant lui si ces racines-là ne sont pas changées. Merci, M. Bao, d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre patience et de votre fidélité, et on se dit à très vite pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, on vous souhaite une très bonne fête de Tabaski et à très bientôt.